6 éclairs de lumière jaillirent sur la Lune, tandis que 4 astronautes flottaient dans un silence total derrière elle, coupés de tout autre être humain vivant. Pas de radio, pas de signal, pas de retour à la maison autrement que par les mathématiques. Ils se trouvaient à 406 000 km de la Terre, plus loin que n'importe quel être humain n'ait jamais voyagé, et observaient des roches s'écraser sur la surface lunaire, à 64 000 km par heure. Et lorsqu'ils revinrent et virent à quoi ressemblait réellement l'autre côté, ce qu'ils décrivirent ne correspondait à aucune photographie jamais prise. Les couleurs étaient incorrectes, le terrain était étrange, et un astronaute a dit quelque chose qui a glacé le centre de contrôle de mission. L'être humain n'a probablement pas évolué pour voir ce que nous voyons. Ce soir, nous allons observer la Lune. Et ce que l'équipage d'Artemis II a découvert là-bas change tout ce que nous pensions savoir sur notre plus proche voisin dans l'espace. Si vous appréciez nos paisibles voyages nocturnes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous encourageons vivement notre communauté à discuter des sujets abordés dans les vidéos, dans les commentaires, et à réagir aux autres commentaires. C'est encore plus amusant quand on partage nos idées. Commençons maintenant. Ce soir, nous allons quelque part où aucun être humain n'est allé depuis plus d'un demi-siècle. Pas jusqu'aux confins du système solaire, pas jusqu'à la surface de Mars. Nous allons sur la Lune, mais pas la Lune que vous croyez connaître. Pas le disque argenté pâle que l'on aperçoit lorsqu'on lève les yeux au ciel par une nuit claire. Ce soir, nous allons de l'autre côté, la face tournée vers l'extérieur, la face que nul œil humain n'avait vue directement depuis 1972. Et lorsque l'équipage d'Artemis II a contourné cette face cachée le 6 avril 2026, ce qu'il a découvert ne correspondait à rien de ce pourquoi il s'était entraîné. Les couleurs étaient étranges, le terrain était étranger, et tandis qu'il flottait en silence derrière la Lune, coupé de toute autre âme vivante sur Terre, il regardait des roches s'écraser sur la surface avec une telle violence qu'il pouvait voir les explosions à 6400 km de distance. À 6 reprises durant leur survol, des points lumineux ont jailli à la surface lunaire. 6 impacts, 6 détonations suffisamment brillantes pour être visibles depuis la cabine du vaisseau spatial Orion, et personne sur Terre ne pouvait les atteindre. Au cours des 2 prochaines heures, nous allons suivre la mission Artemis II, du lancement au survol lunaire, jusqu'à une éclipse solaire qui a duré près d'1 heure. Nous flotterons derrière la Lune, dans un blackout total des communications. Nous allons découvrir pourquoi la face cachée ne ressemble en rien à la face visible, et pourquoi cette différence a déconcerté les scientifiques pendant des décennies. Nous verrons un astronaute pleurer en donnant à un cratère le nom de sa femme disparue. Nous allons découvrir ce qui continue de percuter la Lune et pourquoi cela est important pour toutes les missions futures. Nous allons découvrir les effets des rayons cosmiques sur l'œil humain dans l'espace lointain. Et nous serons témoins d'un spectacle parmi les plus extraordinaires qu'un être humain ait jamais vu. Une éclipse observée non pas depuis le sol, mais à 6400 km au-dessus de la surface lunaire, où le Soleil disparaissait derrière un globe noir et la couronne l'entourait comme un anneau de feu blanc. Voici l'histoire de ce qu'Artemis II a vu derrière la Lune, et elle commence par un éclair. Chapitre 1, 6 éclairs sur un monde mort. 6 avril 2026, 20h35 heure de l'Est. Le Soleil vient de se glisser derrière la Lune. Du point de vue du vaisseau spatial Orion, le disque lunaire tout entier est plongé dans l'obscurité. Elle se dresse devant l'équipage telle une bille noire, un cercle parfait de néant cerné par la lueur blanche et fantomatique de la couronne solaire. Les 4 astronautes à bord du vaisseau spatial nommé Integrity flottent dans leur cabine à environ 4000 miles au-dessus de la surface. Ils se trouvent à 250 et 2756 miles de la Terre. C'est plus loin de chez soi que n'importe quel être humain n'a jamais voyagé. Plus loin qu'Apollo 13, plus loin qu'Apollo 8, plus loin que n'importe quel être humain dans les 300 000 ans d'histoire de notre espèce. Et ils regardent la Lune mourir dans l'obscurité. Et puis ça arrive. Un point lumineux jaillit à la surface en contrebas, bref, net, disparu en moins d'1 seconde. Le commandant Reed Wiseman le voit en premier. Un éclair sur la face obscurcie de la Lune. Il contacte le centre de contrôle de mission, puis un autre. 2 impacts successifs. Des roches venues des confins de l'espace s'écrasent sur la surface lunaire
à des vitesses dépassant les 40 000 miles par heure, explosant au contact et produisant des éclairs suffisamment brillants pour être vus à l'œil nu à des milliers de kilomètres de distance. Mais le centre de contrôle de mission ne reçoit pas 2 de ces rapports, du moins pas immédiatement. Parce que 2 des 6 éclairs d'impact confirmés se sont produits pendant la panne de communication, lorsque le vaisseau spatial Orion se trouvait derrière la Lune et que toutes les liaisons radio avec la Terre étaient coupées. L'astronaute canadien Jeremy Hansen a rapporté avoir vu 2 éclairs pendant ces 40 minutes de silence. Lui et son équipage étaient les seuls témoins. 4 êtres humains assistent à des explosions sur une planète morte, sans aucun moyen d'en informer qui que ce soit. Au moment où le survol s'est terminé, l'équipage avait enregistré 6 impacts confirmés. Kelsey Young, responsable scientifique du programme lunaire à la NASA, était aux anges. Elle a rappelé à l'équipage que des scientifiques citoyens sur Terre surveillaient simultanément la face visible de la Lune. Si l'impact avait eu lieu sur la face visible, il était possible que des astronomes amateurs les aient également capturés. Permettre aux chercheurs de recouper et de vérifier les observations sous de multiples angles. C'était la première fois dans l'histoire que des yeux humains dans l'espace lunaire et des télescopes sur Terre pouvaient observer simultanément les mêmes impacts. Mais ces éclairs n'étaient pas une surprise. Pas aux scientifiques. Ce qui les a surpris, c'est la réaction de l'équipage. Car la Lune, malgré tout ce qu'on nous a appris à l'école, n'est pas un endroit calme. C'est un stand de tir, un champ de tir. Un monde sans atmosphère, sans bouclier, sans aucune défense contre le bombardement constant du système solaire. Le Bureau de l'environnement des météoroïdes de la NASA observe la Lune depuis 2005 à l'aide de 2 télescopes situés au centre de vol spatial Marshall en Alabama. Au cours de ces années, ils ont enregistré plus de 443 événements candidats à l'impact. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Agence spatiale européenne a mené un programme appelé NELIOTA, acronyme de Near Earth Objects Lunar Impacts and Optical Transients, objets proches de la Terre, impacts lunaires et transitoires optiques, en utilisant un télescope de 1,2 mètres à l'observatoire de Kryonéri, en Grèce. Entre 2017 et 2023, NELIOTA a détecté 192 flashs d'impact lunaire validés. Et ce ne sont que celles que nous pouvions voir depuis la Terre. Les calculs mathématiques sont stupéfiants. D'après les données de NELIOTA, la surface lunaire entière est frappée par environ 7,4 météoroïdes sporadiques par heure dans des conditions normales. Lors des pluies de météores, lorsque la Terre et la Lune traversent les traînées de débris des comètes, ce nombre passe à 12,6 impacts par heure. Les rochers sont pour la plupart petits. 75 à 80% ont une masse inférieure à 200 grammes et un rayon inférieur à 3 cm. Ce sont des cailloux, du gravier, le genre de débris que l'on écarte sans y penser sur un sentier de randonnée. Mais ces cailloux se déplacent à des vitesses comprises entre 20 et 72 km par seconde. Cela correspond à une vitesse de 45 000 à 160 000 miles par heure. À ces vitesses, une pierre de la taille d'une balle de golf possède l'énergie d'une petite bombe. Il s'écrase sur la surface, se vaporise ainsi que le sol environnant, creuse un cratère de plusieurs mètres de diamètre et produit un éclair de lumière atteignant des températures comprises entre 2000 et 4500 Kelvin. Assez chaud pour faire fondre l'acier. Assez chaud pour devenir incandescent. Et comme la Lune n'a pas d'atmosphère, rien ne ralentit ses projectiles. Sur Terre, la grande majorité des débris spatiaux se consument dans la haute atmosphère. Les étoiles filantes que vous voyez par une nuit d'été sont de minuscules fragments de roches et de glace qui se vaporisent par friction à 96 km au-dessus de votre tête. Ils n'atteignent jamais le sol. Sur la Lune, elles atteignent toutes leurs cibles. Chaque grain de sable, chaque caillou, chaque rocher. Il n'y a ni frottement, ni combustion, ni avertissement. Juste l'impact. L'équipage d'Artemis II a observé 6 de ces impacts lors d'un seul survol de 7 heures. 6 éclairs de lumière sur un monde que la plupart des gens considèrent comme mort et immobile. Et les implications de ces 6 éclairs vont bien au-delà de cette seule mission. Car la NASA ne se contente pas de visiter la Lune. La NASA prévoit de retourner sur place et d'y rester. Artemis III déposera des astronautes sur la surface lunaire. Artemis IV construira une station spatiale en orbite lunaire. Les missions futures visent à établir une présence humaine permanente sur la Lune,
une base, un habitat, un point d'ancrage pour la prochaine ère de l'exploration. Et chacune de ces missions devra tenir compte du fait que la Lune est constamment bombardée. Neil Liotta a calculé les probabilités. Une petite structure à la surface lunaire, d'une superficie inférieure à 400 mètres carrés, a une probabilité de 29 fois 10 à la puissance -5 d'être frappée par un météoroïde détectable en l'espace d'une décennie. Cela paraît insignifiant, mais imaginez à plus grande échelle. Un complexe plus vaste, couvrant 8000 mètres carrés, a 0,9% de chance d'être touché dans le pire des cas. Un satellite de la taille d'une station spatiale internationale en orbite lunaire pendant 5 ans ou plus présente une probabilité d'impact de 1 à 2%. Et ces chiffres ne prennent en compte que des météoroïdes suffisamment gros pour être détectés depuis la Terre. Les micrométéorites, celles qui sont trop petites pour produire un éclair visible, sont totalement exclues du calcul. Ils sont des millions. Et pour un astronaute effectuant une sortie extravéhiculaire sur la surface lunaire, un rocher de la taille d'un centimètre se déplaçant à 40 km par seconde est un projectile qu'aucune combinaison, sur Terre ou ailleurs, n'est conçue pour arrêter. Victor Glover, pilote de la mission et premier astronaute noir à avoir volé sur la Lune, l'a résumé simplement. « L'être humain n'a probablement pas évolué pour voir ce que nous voyons », a-t-il déclaré. C'est vraiment difficile à décrire, c'est incroyable. Il parlait de l'éclipse. Il parlait du coronavirus, mais il aurait pu parler de tout ce que l'équipage avait vu ce jour-là. L'autre côté, les couleurs, le Terminateur, le blackout, les explosions, le silence. Tout cela dépassait les capacités de traitement du cerveau humain. Et les éclairs n'étaient pas la seule chose que l'équipage a vue cette nuit-là. Pendant ces 40 minutes de coupure des communications, lorsque Orion a disparu derrière la face cachée de la Terre et que toutes les liaisons radio avec celle-ci ont été interrompues, les astronautes étaient complètement seuls. Plus seuls que n'importe quel être humain dans l'histoire. Et ce qu'ils virent sur la face cachée de la Lune ne ressemblait en rien au monde pour lequel ils s'étaient entraînés. Ce silence, et ce dont ils ont été témoins, c'est là que nous allons nous concentrer ensuite. Chapitre 2. La panne de courant. À 18h44. Le 6 avril 2026, heure de l'Est, le vaisseau spatial Orion est passé derrière la Lune. À un instant donné, le Deep Space Network, le réseau de 3 immenses stations d'antenne de la NASA situées en Californie, en Espagne et en Australie, suivait l'équipage, recevait des données télémétriques, surveillait leur système de survie et écoutait leur voix. L'instant d'après, le silence. L'épaisseur de la Lune bloquait tous les signaux radio, tous les flux de données, tous les liens entre l'équipage et le reste de l'humanité. Les écrans du centre de contrôle des missions du centre spatial Johnson à Houston se sont éteints. Le directeur de vol Judd Fruehling avait prévenu tout le monde que cela allait arriver. Il avait dit à l'équipe que la physique reprendrait le dessus et qu'elle les ramènerait sans aucun doute sur la face visible de la Lune. Mais la physique ne répond pas. Et pendant 40 minutes, personne sur Terre ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre. L'équipage avait été informé de cela. Il s'y était entraîné. Il savait que la panne de courant allait survenir et qu'elle durerait environ 40 minutes. C'était prévu, attendu, une routine sur le papier. Mais il y a une différence entre connaître quelque chose intellectuellement et le vivre avec son corps. Et ce que l'équipage a vécu pendant ces 40 minutes était quelque chose pour lequel aucune simulation n'aurait pu les préparer. Ils ont vécu dans un isolement total. Pas le genre d'isolement que l'on ressent lorsqu'on s'engage dans une zone blanche sur une route de campagne et qu'on perd son signal cellulaire. Pas le genre de sentiment qu'on éprouve quand on est seul chez soi la nuit. C'était absolu. Il n'y avait personne à appeler, personne à joindre, pas de canal de secours, pas de fréquence d'urgence, rien. 4 êtres humains, enfermés dans une capsule de la taille d'un gros SUV, flottant dans le vide derrière la Lune, sans aucune visibilité vers la Terre, ni vers aucun satellite, ni vers aucun autre être humain, vivant ou mort. Ils étaient livrés à eux-mêmes, au sens le plus strict du terme. Et durant ce silence, ils virent la Terre disparaître. Cela s'appelle Earthset, et c'est exactement ce que son nom indique. De même que le soleil se lève et se couche de notre point de vue sur Terre,
la Terre elle-même se lève et se couche du point de vue d'une personne en orbite lunaire. Alors qu'Orion passait derrière la face cachée, l'équipage vit sa planète natale disparaître sous l'horizon lunaire. Un instant, la Terre était là, une bille bleue brillante suspendue dans le noir. L'instant d'après, il avait disparu, caché derrière 6400 km de roches lunaires. Le seul foyer que chaque être humain ait jamais connu, englouti par le bord de la Lune. Christine Accor, spécialiste de mission et première femme à avoir voyagé au-delà de l'orbite terrestre, en a parlé par la suite. Elle a confié au président Trump que l'un des moments les plus marquants de tout le voyage avait été le retour de la face cachée de la Lune et la découverte des premières images de la planète Terre après environ 45 minutes sans communication. Cela nous rappelle simplement à quel point nous avons un endroit exceptionnel, a-t-elle déclaré. Le choix des mots est important. Elle n'a pas parlé de science. Elle n'a pas parlé de ses observations. Elle a parlé de revoir la Terre, ce qui signifie que les 40 minutes sans elle étaient importantes. L'absence de la Terre n'était pas seulement visuelle, c'était psychologique, c'était existentiel. Pendant 40 minutes, l'équipage ne pouvait ni voir sa planète, ni l'entendre, ni confirmer son existence, si ce n'est en se fiant aux calculs qui prévoyaient qu'Orion ferait demi-tour et les ramènerait. Pendant la panne de courant, l'équipe a continué à travailler. Ils poursuivirent leurs observations de la face cachée, photographiant et décrivant des caractéristiques du terrain qu'aucun œil humain n'avait jamais vues directement. Ils guettaient les éclairs d'impact sur la surface lunaire obscure, et Hansen rapporta en avoir vu deux explosions sur la Lune, alors qu'ils étaient coupés de tout autre membre de l'espèce humaine. Ils ont fêté ça brièvement. Jeremy Hansen avait apporté des biscuits à la crème d'érable du Canada et l'équipage les a partagés dans l'obscurité, flottant en microgravité derrière la Lune. Reed Wiseman a qualifié ce moment de surréaliste. 4 personnes mangeant des biscuits canadiens dans le silence du fin fond de l'espace, tandis que des roches explosent sur la Terre en dessous d'elles. Ce n'était pas la première fois que des astronautes subissaient ce genre de panne d'électricité derrière la Lune. Chaque équipage d'Apollo ayant orbité autour de la Lune a subi la même perte de communication. Apollo 8, en 1968, fut la première. Jim Lovell, Frank Borman et Bill Anders ont perdu le contact avec Houston lorsqu'ils sont devenus les premiers humains à voir la face cachée de la Terre. Ils étaient seuls derrière la Lune la veille de Noël. Le silence durait environ 45 minutes par orbite et ils ont effectué 10 orbites. À chaque coupure de signal, à chaque fois, le centre de contrôle attendait. La panne de courant d'Apollo 13 était pire, non pas parce que le silence a duré plus longtemps, mais à cause des circonstances. L'équipage se trouvait à bord d'un vaisseau spatial endommagé suite à l'explosion d'un réservoir d'oxygène. Ils utilisaient la gravité de la Lune pour se propulser vers la Terre. Leur survie était incertaine. Lorsqu'ils ont disparu derrière la Lune, personne à Houston ne savait s'ils reviendraient vivants de l'autre côté. Ils l'ont fait. Mais cette attente fut parmi les plus longues minutes de l'histoire du programme spatial. Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14 à 17, toutes ont subi la même perte de signal derrière la face cachée. Tous les équipages qui ont un jour marché sur la Lune ont passé du temps dans ce silence. Et chaque équipage qui partira à l'avenir vivra la même chose, car les lois de la physique n'ont pas changé. La Lune bloque toujours les ondes radio. La face cachée est toujours tournée vers l'extérieur. Et tant que nous n'aurons pas construit le réseau de satellites relais autour de la Lune, tous les engins spatiaux qui la suivent resteront hors de portée des communications. La panne de courant d'Artemis II a duré de 18h44 à 19h24, soit 40 minutes. Durant cette période, le vaisseau spatial a effectué son passage au plus près de la Lune, à seulement 6540 km au-dessus de sa surface. C'était suffisamment proche pour que la Lune remplisse les fenêtres de la cabine, assez près pour que l'équipage puisse distinguer les cratères, les crêtes et les rochers individuellement. Et à 19h07, toujours derrière la Lune et toujours dans le noir complet, l'équipage a atteint sa distance maximale de la Terre, soit 252 756 miles. L'endroit le plus éloigné de chez soi jamais atteint par un être humain. Ils ont battu le record en silence. Aucun applaudissement de la part du centre de contrôle, pas de diffusion en direct. Personne ne regarde. 4 personnes seulement,
et les mathématiques. Quand Orion est apparu derrière la Lune à 19h24, lorsque le réseau de communication avec l'espace lointain a de nouveau capté le signal, l'équipage avait quelque chose à signaler. Au-delà des éclairs de l'impact, ils avaient vu la face cachée de près, et leurs descriptions ont forcé les scientifiques à reconsidérer leurs connaissances sur la Lune. Car sa face cachée ne ressemble pas à sa face visible. Elle ne ressemble à aucune des photographies que l'équipe avait étudiées. Le terrain est différent, les couleurs sont différentes, la texture est différente. Et la raison de cette différence est l'un des mystères les plus anciens et les plus profonds de la planétologie. La Lune a deux faces, et personne ne peut expliquer pleinement pourquoi. Chapitre 3. La Lune a deux visages. Levez les yeux vers la Lune par une nuit claire et vous verrez un visage que vous connaissez depuis toujours. Les hauts plateaux lumineux, les taches sombres que les anciens appelaient mers, le motif que certaines cultures voient comme un lapin, d'autres comme un visage, d'autres encore comme une femme portant des bâtons. C'est familier, réconfortant. La Lune présente à la Terre la même face depuis des milliards d'années, car elle est en rotation synchrone avec la Terre, tournant exactement à la même vitesse qu'elle orbite autour de celle-ci. De sorte que le même hémisphère est toujours face à nous. Mais il y a un autre aspect, et l'équipage d'Artémis II l'a vu. Alors qu'Orion contournait la face cachée, les astronautes ont photographié et décrit un terrain qui ne ressemblait en rien à celui de la face visible. Christina Koch a été la première à parler des couleurs. « Plus je regarde la Lune, dit-elle, plus elle me paraît brune. » L'équipage a décrit des nuances de brun et de bleu, des teintes verdâtres dans les hautes terres, des variations subtiles de tonalité qui révélaient la composition minérale d'une manière qu'aucune image satellite n'avait jamais capturée. Ils ont comparé leurs notes lors des changements d'équipe et ont constaté qu'ils voyaient des choses différentes selon l'angle et l'éclairage. C'était exactement le type de données que recherchait l'équipe scientifique de la NASA. L'œil humain perçoit des nuances que les caméras orbitales ne captent pas. Mais l'observation la plus frappante n'était pas les couleurs, c'était leur absence. La rive opposée n'a presque pas de maris. Les Marias sont les plaines sombres que l'on voit lorsqu'on regarde la face visible depuis la Terre. Ces taches sombres sont d'anciennes coulées de lave, du basalte qui s'est déversé à la surface il y a des milliards d'années et s'est solidifié en plaques lisses et sombres. Le côté le plus proche est à 31% Maria. Près d'un tiers de sa surface est recouvert de ces plaines volcaniques. Le côté opposé représente moins de 1%. C'est un paysage dévasté, ancien et saturé de cratères, composé de roches pâles des hauts plateaux. Pas de plaines de lave, pas de mers obscures, pas de relief familier. Juste des cratères à perte de vue s'étendant jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Une surface martelée pendant 4 milliards et demi d'années, sans le resurfaçage volcanique qui a lissé une grande partie de la face visible. La différence n'est pas superficielle, elle est profonde, au sens propre du terme. La croûte du côté opposé est jusqu'à 20 km plus épaisse que celle du côté proche. 20 km de roches supplémentaires entre la surface et le manteau sous-jacent. Cette épaisseur supplémentaire signifiait que lorsque des astéroïdes percutaient la face cachée et fissuraient la croûte, le magma situé en dessous ne pouvait pas facilement remonter à la surface. Les fissures n'étaient pas assez profondes. La lave est restée sous terre. Du côté le plus proche, la croûte plus mince s'est fissurée de part en part et la roche en fusion a inondé les bassins, créant les plaines sombres que nous voyons aujourd'hui. Mais pourquoi la croûte est-elle plus épaisse d'un côté ? C'est là que le mystère s'épaissit et que certaines des découvertes scientifiques les plus passionnantes de 2025 entrent en jeu. La face visible de la Lune abrite une région géologique appelée terrain Procellarum Crip. Crip signifie potassium, terre rare et phosphore. Cette région est riche en éléments radioactifs, notamment en uranium, en thorium et en potassium, des éléments qui génèrent de la chaleur en se désintégrant. Pendant des milliards d'années, ce fourneau radioactif a alimenté l'activité volcanique sur sa face visible. Cela a permis de maintenir l'intérieur chaud. Elle a alimenté les éruptions qui ont inondé les bassins. Cela rendait la face visible géologiquement active, tandis que la face cachée restait froide et calme. Une étude de 2025, publiée dans la revue Nature par Park et ses collègues,
a confirmé cette asymétrie de température intérieure à l'aide de données sur la réponse des marées. En mesurant la légère déformation de la Lune sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de la Terre, ils ont déterminé que le manteau de la face visible est sensiblement plus chaud que celui de la face cachée. La différence est inscrite dans la structure même de la Lune. Il ne s'agit pas d'un effet de surface, ça descend jusqu'en bas. Et en septembre 2025, une étude publiée dans Nature Geoscience a poussé l'enquête encore plus loin. Des chercheurs ont analysé des échantillons rapportés par la mission chinoise Chang'e 6, les tout premiers échantillons prélevés sur la face cachée de la Lune. La mission a atterri dans le bassin pôle Sud-Aitken en juin 2024 et a ramené des échantillons sur Terre pour analyse. Ce qu'ils ont découvert était frappant. La lave du côté opposé qui a réussi à atteindre la surface s'est formée à environ 1100 degrés Celsius. C'est environ 100 degrés plus froid que les basaltes du côté visible. Le professeur Yang Li, de l'University College London et de l'Université de Pékin, l'a surnommé « la Lune à deux visages ». Le côté le plus proche était très chaud, l'autre côté était froid, et cette différence de température a tout façonné. Mais comment cette asymétrie a-t-elle commencé au départ ? Pourquoi un hémisphère de la Terre serait-il enrichi en éléments radioactifs, tandis que l'autre ne le serait pas ? La réponse pourrait remonter à l'événement le plus violent de l'histoire de la Lune, celui qui l'a créé. En novembre 2025, un article publié dans la revue Science par Hoppe et ses collègues a présenté de nouvelles preuves concernant Theia, le corps de la taille de Mars qui a percuté la prototerre il y a environ 4,5 milliards d'années. L'impact fut si violent qu'il vaporisa une partie importante des deux corps et projeta un nuage de débris en fusion en orbite autour de la Terre. Ces débris se sont agglomérés, refroidis et sont devenus la Lune. La nouvelle étude a permis de retracer l'origine de Theia jusqu'au système solaire interne grâce à l'analyse isotopique d'échantillons lunaires. Durant la phase initiale de fusion de la Lune, lorsque le corps entier était un globe de magma appelé océan de magma, les éléments radioactifs ont pu se concentrer d'un côté en raison d'une combinaison d'interactions de marées avec la Terre voisine et de schémas de refroidissement asymétriques. Un hémisphère a reçu les éléments radioactifs, l'autre non. Et à partir de ce moment, le destin de la Lune était scellé. La face qui avait reçu l'uranium et le thorium chauffés entrait en éruption, refait surface et présentait la surface sombre et lisse que nous connaissons aujourd'hui. Le côté qui n'aurait pas survécu resterait froid, pâle, meurtri, et attendrait 4,5 milliards d'années avant que les premiers yeux humains ne le voient. Cette loterie chimique, décidée durant les premiers millions d'années d'existence de la Lune, a dicté tout ce qui s'est passé par la suite. De quel côté se trouvent les volcans ? Quel côté est resté stérile ? De quel côté nous faisons face ? Et quel camp se cache dans l'ombre ? L'équipage d'Artemis II observait le résultat d'un lancer de pièces qui s'était produit avant même l'apparition de la vie sur Terre. Et les données de Chang'e 6 ont révélé autre chose concernant la face cachée de la Lune, ce qui aura d'énormes conséquences pour toutes les futures missions lunaires. Il fait sec. Pas seulement sec comme un désert, sec au point d'être presque impossible à mesurer. Les échantillons prélevés du côté opposé contenaient moins de 2 microgrammes d'eau par gramme de roche. Cela représente environ 100 fois moins que l'eau trouvée dans les échantillons prélevés du côté proche, qui peuvent contenir jusqu'à 200 microgrammes par gramme. Si vous envisagez de construire une base permanente sur la Lune, vous aurez besoin d'eau. Pour boire, pour cultiver des aliments, pour fabriquer du carburant pour fusées, et la face cachée n'en a presque pas. Cette découverte change la donne en matière d'exploration lunaire. Cela signifie que les futures bases devront être positionnées près des pôles, où des cratères constamment à l'ombre peuvent abriter des dépôts de glace, ou du côté polaire, où la teneur en eau est plus élevée. Cela signifie que le rêve d'un observatoire situé sur la face cachée de la Terre, protégé des interférences radioterrestres et idéal pour l'astronomie du cosmos, se heurte à un sérieux problème logistique. L'absence d'eau signifie l'impossibilité d'une habitation durable sans un réapprovisionnement constant depuis la Terre ou depuis des gisements d'eau situés ailleurs sur la Lune. La Lune à deux faces n'est pas qu'une simple curiosité scientifique, c'est un défi pratique. Et l'équipage d'Artemis II l'a constaté de visu.
Sous un angle et dans des conditions d'éclairage qu'aucune caméra n'avait jamais capturées, ils aperçurent la surface ancienne et battue de la face opposée. Ils ont constaté des différences de couleurs qui laissaient entrevoir la composition minérale. Et ils ont rapporté quelque chose qu'aucun satellite ne peut fournir. Le point de vue d'un cerveau humain entraîné, traitant une expérience visuelle en temps réel. Mais le moment qui est resté le plus longtemps gravé dans la mémoire de beaucoup d'entre eux n'était pas celui de l'autre côté. C'est ce qu'ils ont vu à leur retour. Lorsqu'Orion émergea de derrière la Lune, l'équipage regarda par le hublot et vit quelque chose se lever au-dessus de l'horizon lunaire. Quelque chose de bleu et de blanc, et d'une fragilité incroyable. Terre. Réapparition après 40 minutes d'obscurité. Chapitre 4. La Terre se relève. À 19h24, le 6 avril 2026, heure de l'Est, Orion est apparu derrière la Lune. Le réseau de communication avec l'espace lointain a de nouveau capté le signal. Les écrans du centre de contrôle de mission s'allumèrent. Les voix sont revenues. Le flux de données a commencé à s'afficher. Et par les hublots du vaisseau spatial, l'équipage observait la Terre se lever au-dessus de l'horizon lunaire. Ce n'était pas la première fois que l'humanité assistait au lever du Soleil, mais c'était la première fois en plus de 53 ans. Et c'était la première fois sous cet angle précis, à cette altitude précise, dans ces conditions particulières. Orion était plus éloigné de la Lune, et sur une trajectoire différente de celle de tous les vaisseaux spatiaux Apollo. Le point de vue était unique. La Terre et la Lune dans le même cadre, vu d'un point de vue inédit dans l'histoire de l'humanité. Le premier message de Koch, après le rétablissement des communications, témoignait directement de la force du moment. Elle a décrit l'importance de revenir de la face cachée de la Lune et de revoir la Terre. Cela nous rappelle simplement à quel point nous avons un endroit exceptionnel, elle a dit. Après 40 minutes de silence et d'obscurité, la vue de la maison était bouleversante. Il y a une raison pour laquelle le réveil de la Terre est si brutal. L'histoire de cette mission commence la veille de Noël 1968. Apollo 8 était la première mission de l'humanité sur la Lune, non pas pour y atterrir, mais simplement pour se mettre en orbite. Pour y aller, faites-en le tour 10 fois, puis rentrez chez vous. L'équipe était composée de Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders. Ils ont été lancés le 21 décembre et ont atteint l'orbite lunaire le 24 décembre. Lors de leur 4e orbite, alors que le vaisseau spatial contournait la face cachée de la Lune et que l'horizon apparaissait, Bill Anders regarda par le hublot et vit quelque chose qui le glaça de rire. La Terre s'élevait au-dessus du bord de la Lune, bleue et blanche sur le noir absolu de l'espace, suspendue au-dessus de la surface lunaire grise et aride. Il a pris un appareil photo. La première photo était en noir et blanc. Il est passé au film aux couleurs. Il prit la photographie qui allait devenir l'image la plus célèbre de l'histoire de l'exploration. Cette photographie, intitulée « Lever de Terre », est une image en couleur de notre planète se levant au-dessus de la courbe grise et inerte de la Lune. C'était la première fois qu'un être humain voyait la Terre de cette distance et sous cet angle. Et c'était la première fois que quelqu'un la photographiait en couleur depuis l'au-delà de l'orbite terrestre. Cette image a contribué à catalyser le mouvement écologiste. Le photographe naturaliste Galen Rowell l'a qualifiée de photographie environnementale la plus influente jamais prise. Le magazine Time l'a incluse dans sa liste des 100 photographies les plus influentes de l'histoire. Bill Anders lui-même a déclaré que cela portait atteinte à ses convictions religieuses. Le paradoxe était évident. Nous sommes allés sur la Lune pour explorer la Lune. Et ce que nous avons découvert, c'était la Terre. Le lever de terre d'Apollo 8 est devenu un symbole culturel. Cela a révélé à l'humanité sa propre fragilité d'une manière qu'aucun discours ni statistique n'aurait pu faire. Les frontières étaient invisibles, les guerres étaient invisibles. Les divisions, la politique, les polémiques qui alimentaient l'actualité quotidienne, rien de tout cela n'était visible depuis la Lune. Une simple petite sphère lumineuse, seule dans l'obscurité. Le seul foyer connu de tous les êtres vivants. 58 ans plus tard, l'équipage d'Artemis II a connu le même changement. Victor Glover, le pilote de la mission, l'a décrit lors d'une retransmission depuis le vaisseau spatial. « Faites-nous confiance, dit-il. Tu es magnifique.
tu es superbe, et tu ressembles à une seule et même chose. L'Homo sapiens, c'est nous tous, peu importe d'où l'on vient ou à quoi l'on ressemble. Nous ne formons qu'un seul peuple. Jeremy Hansen, l'astronaute canadien, l'a dit plus simplement. Immédiatement, on est saisi d'humilité. Le simple fait d'être 4 à être ici nous bouleverse. Les scientifiques et les psychologues ont un nom pour ce phénomène, l'effet de perspective. Ce terme a été forgé par le philosophe spatial Frank White en 1987 pour décrire le changement cognitif que vivent les astronautes lorsqu'ils observent la Terre depuis l'espace. Il ne s'agit pas seulement d'admiration, même si celle-ci en fait partie. C'est un changement fondamental de perspective. Les frontières disparaissent, les conflits s'estompent. La planète apparaît pour ce qu'elle est, un système unique, un organisme unique, une seule et même demeure partagée par tout ce qui vit. Les astronautes qui vivent l'effet de perspective le décrivent souvent comme une expérience transformatrice. Ils disent qu'il les marque à jamais. Ils disent qu'ils ne verront plus jamais le monde de la même façon. L'équipage d'Apollo 8 l'a vécu en premier. L'équipage d'Artemis 2 le vit actuellement. Et si l'humanité continue d'explorer la Lune et l'espace, de plus en plus de personnes le vivront dans les années à venir. On peut avancer que cette transformation psychologique n'est pas qu'un simple effet secondaire des voyages spatiaux. Elle pourrait bien être l'une des conséquences majeures de ces voyages. Les raisons les plus importantes d'y aller. Non pas pour la science, ni pour les ressources, ni pour la géopolitique, mais pour la perspective. Pour le rappel qu'ici-bas, à la surface, nous sommes tous sur le même rocher. L'équipage emportait avec lui un objet qui rendait le lien avec Apollo 8 tangible. Avant la mission, on leur avait remis l'écusson original en soie d'Apollo 8 qui avait voyagé avec Jim Lovell sur la Lune en 1968. Ils l'ont emporté à bord d'Orion et l'ont exhibé lors du survol. L'écusson avait donc voyagé sur la Lune à 2 reprises, une fois en 1968 et une fois en 2026, porté par des mains différentes mais lors du même voyage. Et Lovell lui-même avait un dernier lien à établir. 2 mois seulement avant sa mort en août 2025, à l'âge de 97 ans, Jim Lovell a enregistré un message de réveil pour l'équipage d'Artemis 2. Le matin du survol, le centre de contrôle l'a transmis au vaisseau spatial. « Bonjour Artemis 2, a dit Lovell. Ici l'astronaute d'Apollo, Jim Lovell. Bienvenue dans mon ancien quartier. C'est un jour historique et je sais combien vous serez occupés, mais n'oubliez pas d'admirer le paysage. » L'équipage écoutait la voix d'un homme qui avait orbité autour de la Lune la veille de Noël 1968 et qui avait failli mourir en tentant de revenir en 1970. Un homme qui avait vu le lever de la Terre de ses propres yeux et qui avait vécu 57 ans de plus avec ce souvenir. Un homme qui comprenait ce que l'équipage d'Artemis 2 allait vivre, car il l'avait vécu avant eux. Et qui voulait qu'ils sachent, par-dessus tout, qu'ils profitaient du spectacle. La réponse de Wiseman fut calme. « C'est un véritable honneur de l'avoir à bord avec nous, dit-il. Allons-y. Passez une bonne journée. » Et puis, ils se mirent au travail. Car si l'effet de perspective transformait leur vision, l'équipe scientifique de la NASA était concentrée sur toute autre chose, les couleurs que l'équipage avait rapportées de la surface lunaire. Des bruns, des bleus, des verts, des nuances qui n'apparaissent pas sur les images satellites. Que voyaient les astronautes que des décennies de caméras orbitales avaient manqué? Et pourquoi la NASA avait-elle spécifiquement conçu cette mission pour envoyer des yeux humains au-dessus de la Lune plutôt qu'un autre robot? La réponse touche au cœur même de la raison pour laquelle nous envoyons des personnes dans l'espace. Et tout commence par un terrain d'expérimentation. Chapitre 5. Ce que les yeux humains voient et que les caméras ne peuvent pas. Artemis 2 avait 10 objectifs scientifiques pour le survol lunaire. L'un des plus importants n'avait rien à voir avec les instruments, les capteurs ou les spectroscopes. Il avait trait à la vision. Plus précisément, il s'agissait de comprendre ce que l'œil humain peut percevoir et qu'aucune caméra satellite ne peut reproduire. Kelsey Young, responsable scientifique de la mission lunaire Artemis 2, l'a expliqué avant le survol. L'œil humain, a-t-elle déclaré, surtout lorsqu'il est connecté à un cerveau parfaitement entraîné, capable en un clin d'œil d'effectuer des observations chromatiques nuancées. Cette phrase, d'une simplicité trompeuse, résume à elle seule l'argumentaire en faveur de l'envoi d'humains sur la Lune
plutôt que d'un autre robot. Voici le problème. Depuis 2009, des satellites comme la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter cartographient la Lune avec une précision extraordinaire. Nous disposons d'images haute résolution de presque chaque mètre carré de sa surface. Nous connaissons la topographie et, dans ses grandes lignes, sa composition minérale. Depuis l'orbite, nous pouvons mesurer l'altitude, la profondeur des cratères, la longueur des ombres et l'albédo avec une précision qui aurait stupéfié la génération Apollo. Mais ces images sont capturées dans des bandes de longueur d'onde spécifiques. La caméra enregistre la lumière à des fréquences fixes, comme si l'on jouait d'un piano avec seulement certaines touches disponibles. L'œil humain, lui, ne fonctionne pas ainsi. Il perçoit un spectre continu. Il peut détecter des gradations de couleurs subtiles, situées entre les bandes de longueur d'onde qu'un satellite est conçu pour mesurer. Et surtout, l'œil humain s'adapte en temps réel aux variations de luminosité. Alors qu'Orion se déplaçait sur la surface lunaire, à la surface, l'angle d'éclairage changeait constamment. Un même cratère pouvait paraître différent d'une minute à l'autre, la lumière du soleil l'atteignant sous un nouvel angle. Young a utilisé une analogie pour expliquer ce phénomène. Imaginez un bac à sable, a-t-elle dit. Modifiez l'angle d'incidence de la lumière sur le sable et vous verrez soit la couleur et l'albédo, soit la topographie et la morphologie. On peut déterminer si la surface est rugueuse ou lisse, rouge ou grise, réfléchissante ou mate, entièrement en fonction de la provenance de la lumière. Un satellite en orbite capture la surface sous différentes conditions d'éclairage à chaque passage. L'équipage d'Artemis II a observé les mêmes caractéristiques sous un éclairage continuellement changeant et leur cerveau a traité instantanément les différences. L'équipe travaillait par paires. 2 astronautes flottaient jusqu'au hublot de la cabine et observaient la surface pendant 55 à 85 minutes, tandis que les 2 autres communiquaient avec le centre de contrôle, faisaient de l'exercice ou mangeaient. Puis ils ont changé. Reed Wiseman et Jeremy Hansen ont pris le premier quart de travail. Christina Koch et Victor Glover ont pris la 2e place. Chaque binôme a décrit ce qu'il a vu en temps réel, relatant ses observations à l'équipe scientifique dans la salle d'évaluation scientifique de Houston. Et c'est là que ça devient charmant. Pour que leurs yeux restent adaptés à l'obscurité et qu'ils puissent percevoir de subtiles différences de couleurs à la surface, l'équipage a improvisé. Ils ont drapé un t-shirt sur l'une des fenêtres de la cabine pour faire office de voile et bloquer la lumière parasite provenant de l'intérieur du vaisseau spatial. Ça a fonctionné, en grande partie. Le t-shirt a provoqué des problèmes de condensation et ils ont dû utiliser un tuyau d'évacuation des condensats pour sécher le tout. Glover a remarqué que le passage constant entre la cabine sombre, l'écran faiblement éclairé de sa tablette et la surface lunaire lumineuse était extrêmement éprouvant pour ses yeux. « C'est un événement très éprouvant pour les yeux », a-t-il déclaré. « Dès que je regarde à nouveau dans la cabine après avoir regardé par la fenêtre, je sens mes yeux s'habituer. » Les facteurs humains liés à la recherche scientifique dans une minuscule capsule à 400 000 km de la Terre sont bien réels et complexes, et totalement absents des missions robotiques. Les scientifiques de la NASA avaient préparé environ 35 formations géologiques que l'équipage pourrait observer et photographier. Les cibles avaient été chargées sur des appareils informatiques portables que l'équipage transportait avec lui. Logiciel conçu sur mesure et développé par l'équipe d'observation lunaire de l'équipage. La liste comprenait certaines des caractéristiques les plus importantes sur le plan scientifique visibles lors du survol. Le bassin oriental était la cible principale. Un cratère d'impact de près de 600 miles de large, à cheval sur les faces visibles et cachées de la Lune. Oriental a 3,8 milliards d'années et conserve des structures annulaires concentriques spectaculaires, vestiges de la collision qu'il a créée. Elle serait entièrement illuminée et visible à l'approche d'un Ryan. L'équipage l'observerait sous plusieurs angles lors de ses passages, ce qui lui donnerait une perception tridimensionnelle de sa structure grâce à la parallaxe, chose qu'aucune photographie orbitale ne peut fournir. Le cratère Hertzsprung était une autre cible clé. Un bassin de près de 400 miles de large sur la rive opposée. Hertzsprung est plus ancien et bien plus dégradé qu'Oriental. La comparaison côte à côte des 2 cratères permet aux scientifiques de reconstituer le déroulement des formations lunaires au fil de milliards d'années.
Les anneaux de Hertzsprung ont été abîmés et ramollis par les impacts successifs. Les anneaux d'Oriental sont toujours aussi nets et spectaculaires. Ce contraste constitue un témoignage visuel du temps géologique sur un monde sans climat ni tectonique des plaques. Le cratère Glushko, large de 43 km, est connu pour ses remarquables stries blanches en forme de rayons qui s'étendent sur plus de 800 km à sa surface, figuraient sur la liste. Il en allait de même pour le tourbillon Rainer Gamma, l'une des formations les plus mystérieuses de la Lune, une marque de surface brillante inexpliquée en forme de tétard qui a déconcerté les scientifiques depuis les années 1600. L'équipage a également observé les sites d'alunissage d'Apollo 12 et 14 depuis les airs, découvrant le terrain foulé par des humains d'un point de vue que les astronautes des missions précédentes n'avaient jamais eu. Et puis, il y avait les cibles pour lesquelles l'équipage ne s'attendait pas à ressentir d'émotion. En scrutant la surface à l'aide de leurs appareils photo et à l'œil nu, ils ont identifié 2 petits cratères jusque-là sans nom. Ce qui suivit devint le moment le plus humain de toute la mission. Koch a résumé son expérience d'observation d'une manière qui a su saisir à la fois la science et l'émotion. À un moment donné, vers la fin de mon observation dans la fenêtre 3, elle a dit « J'ai été profondément ému en regardant la Lune. C'est une donnée qu'aucun satellite ne peut fournir. » La réaction émotionnelle d'une scientifique qualifiée face à l'expérience visuelle brute de voir un autre monde de près, de ses propres yeux. C'est subjectif. C'est inquantifiable. Et elle est irremplaçable. Après le survol, Young a communiqué une dernière fois par radio avec l'équipage. « Je ne saurais trop insister sur l'étendue des connaissances scientifiques que nous avons déjà acquises, » dit-elle. « Et quelle source d'inspiration vous avez insufflée à toute notre équipe, à la communauté scientifique lunaire et au monde entier grâce à votre contribution d'aujourd'hui. Vous nous avez vraiment rapprochés de la Lune. » Cette phrase, « Tu as rapproché la Lune », voilà la réponse à la question de savoir pourquoi nous envoyons des humains. Les robots collectent des données, les humains accumulent du sens. Et parfois, c'est le sens qui compte le plus. L'équipage avait encore un acte significatif à accomplir avant la fin du survol. Tout a commencé par 2 petits cratères et un nom que personne au centre de contrôle de mission ne s'attendait à entendre. Chapitre 6. Carol. Peu après avoir battu le record de distance d'Apollo 13, alors que l'équipage travaillait encore sur ses cibles d'observation, Jeremy Hansen a pris le micro. Sa voix était d'abord posée, professionnelle, avec ce calme mesuré que les astronautes sont entraînés à maintenir lors des retransmissions en direct. Mais ce qu'il allait dire n'avait rien à voir avec les objectifs scientifiques ou les opérations de vol. « Nous avons entamé ce voyage il y a quelques années, » Hansen a dit. « Et au sein de notre famille d'astronautes très unis, nous avons perdu un être cher. » Il fit une pause. Elle s'appelait Carol, l'épouse de Reed, la mère de Katie et Ellie. Carol Taylor Weissman était infirmière en soins intensifs néonatales. Elle a consacré sa carrière aux hôpitaux, aidant les êtres humains les plus petits et les plus fragiles à survivre à leurs premiers jours de vie. Elle a travaillé à l'hôpital pour enfants Children's Hospital of the King's Daughters à Norfolk, en Virginie, puis comme infirmière scolaire dans le Maryland et au Texas, suivant les mutations de son mari à la NASA. Née à Virginia Beach, elle était diplômée de l'université Virginia Commonwealth. Elle est décédée d'un cancer en 2020 à l'âge de 46 ans. Depuis, le commandant Reed Weissman élève seul leurs 2 filles. Hansen a poursuivi. Ce matin-là, en scrutant la surface lunaire à l'œil nu et au téléobjectif, l'équipage a repéré 2 cratères relativement récents, jamais nommés auparavant. Sur la Lune, récent ne signifie pas nouveau selon les critères humains. Cela signifie que les cratères présentent encore des éjectats brillants qui n'ont pas encore été obscurcis par des milliards d'années d'érosion spatiale. Ils se détachent sur la surface plus ancienne et plus sombre, comme des points blancs sur du gris. Le premier cratère, situé juste au nord-ouest du bassin oriental, devait être baptisé Integrity, du nom de leur vaisseau. Ce nom incarnait les valeurs fondamentales, de confiance, de respect, de franchise et d'humilité qui avaient marqué leurs années d'entraînement et la mission elle-même.
Le second cratère se trouvait à la frontière entre les faces visibles et cachées de la Lune. Près du cratère Glushko, à la même latitude que le cratère Home, il apparaissait comme un point lumineux depuis la Terre à certains moments du transit lunaire. Hanson en décrivit l'emplacement, puis prononça les mots qui glacèrent le sang du centre de contrôle. « C'est le point lumineux sur la Lune, et nous aimerions l'appeler Carol. » Tandis qu'il parlait, Wiseman se pencha et posa la main sur l'épaule de Hanson. Ses yeux étaient humides. Il serra les lèvres et hocha la tête. Puis les deux hommes s'étreignirent. Ce n'était pas une poignée de main formelle, ni une tape dans le dos, c'était une véritable étreinte. Le genre d'étreinte qui survient lorsque le chagrin, l'amour et la distance se rencontrent en un instant. Koch et Glover les rejoignirent ensuite. Les 4 astronautes étaient réunis dans une étreinte flottante, essuyant leurs larmes, se serrant l'un contre l'autre en silence, à 400 000 km de chez eux. Le centre de contrôle de mission à Houston s'est tu. L'équipe scientifique observait. Les contrôleurs de vol observaient. Les familles, dans la galerie d'observation, observaient. Personne ne parlait. Ce moment appartenait à l'équipage et à une femme absente. Carol Wiseman n'a pas pu voir son mari décoller. Elle n'a pas pu le voir voler vers la Lune. Elle n'a pas pu l'entendre décrire la face cachée, les éclairs de l'impact ou l'éclipse. Mais désormais, si l'Union astronomique internationale approuve le nom, un point lumineux sur la Lune portera le nom de Carol. Un point visible depuis la Terre. Un point que leurs filles pourront lever les yeux au ciel par une nuit claire et savoir que le nom de leur mère est inscrit sur un autre monde. Internet a réagi comme il le fait parfois lorsqu'un événement authentique émerge du brouhaha ambiant. Un internaute a écrit « On dirait que Carol était aimée jusqu'à la Lune et retour, littéralement. » Un autre a dit « Les enfants pourront regarder le ciel nocturne et voir leur maman. » Un troisième, il a écrit « Trouvez-vous un homme qui ira jusqu'à la Lune pour honorer votre vie en donnant votre nom à un cratère lunaire ?» Les noms seront officiellement soumis à l'Union astronomique internationale après la fin de la mission. Ce moment est important pour des raisons qui dépassent le cadre personnel. Il est important car il résume en un seul acte l'argument en faveur de l'envoi d'humains dans l'espace. Les robots ne nomment pas les cratères d'après leurs épouses disparues. Les robots ne pleurent pas. Les robots ne floquent pas dans une étreinte collective, les larmes aux yeux, en microgravité. La résonance émotionnelle d'Artemis II n'est pas un sous-produit de la science. À bien des égards, elle est la science elle-même. C'est ce qui suscite l'intérêt du public, c'est ce qui justifie les milliards de dollars investis. C'est ce qui transforme un survol en un événement culturel que des milliards de personnes à travers le monde suivent en temps réel. Les chiffres et les données remplissent les journaux. Des moments comme celui-ci touchent les cœurs, et ce sont les cœurs qui financent la mission suivante. Il y a aussi une dimension plus profonde. La biographie de Wiseman par la NASA indique qu'il considère ça le temps passé comme père unique fut la période la plus enrichissante de sa vie. Après la perte de sa femme, il ne renonça pas à son rôle d'astronaute. Il s'entraîna plus intensément. Il se prépara. Il vola. Et lorsqu'il arriva sur la Lune, la première chose qu'il fit, libre de nommer un lieu, fut de rendre hommage à la femme qu'il avait perdue. Ce n'est pas qu'une simple émotion, c'est une preuve de caractère. Et le caractère ne peut être transféré sur un satellite. Jim Lovell l'avait compris. Cet astronaute d'Apollo 8 et 13, qui enregistra le message de réveil pour l'équipage d'Artemis II 2 mois seulement avant sa mort à 97 ans, était le lien émotionnel entre les ères Apollo et Artemis. Il avait orbité autour de la Lune à Noël. Il avait survécu à l'urgence quasi fatale d'Apollo 13. Il avait vu le lever de la Terre de ses propres yeux et en avait gardé le souvenir pendant 57 ans. Son message à l'équipage, « N'oubliez pas d'admirer le paysage », n'était pas une simple parole en l'air. C'était la sagesse acquise au fil d'une vie passée loin de la Terre. Admirez le paysage, car il vous transforme. Et parfois, comme l'a prouvé l'épisode du Centre spatial Kennedy, ce changement est l'essentiel. Après le survol, on lui demanda de décrire la mission en un seul mot. Elle ne dit ni historique, ni scientifique, ni record. Elle dit
humilité. L'équipage était de retour au hublot. La période d'observation touchait à sa fin. Tandis que le monde entier était encore sous le choc de ce moment au KSC, Victor Glover observait à la surface lunaire quelque chose qui allait faire basculer les conversations de l'émotion à l'émerveillement. Le terminateur lunaire, la ligne de démarcation entre la lumière et l'ombre à la surface de la Lune, révélait des structures inédites, jamais vues sur aucune image satellite. Il qualifia cela de magique, et ce qu'il décrivit ensuite allait obliger les scientifiques à reconsidérer leurs connaissances sur la surface lunaire. Chapitre 7. Le Terminator. Le Terminator est une ligne, non pas une frontière politique, ni une caractéristique géographique, mais une ligne de lumière. C'est la limite entre la face éclairée et la face obscure de la Lune, là où la lumière du Soleil s'arrête et où l'ombre commence. Depuis la Terre, le Terminator apparaît comme une courbe douce qui balaie le disque lunaire. À 6400 km au-dessus de la surface, on dirait le bord d'un monde englouti par les ténèbres. Victor Glover en devint obsédé. « J'aimerais avoir plus de temps pour simplement rester assis ici et décrire ce que je vois », dit-il par radio au centre de contrôle. Mais le Terminator est tout simplement fantastique. Du point de vue de l'éclairage, c'est l'état le plus dégradé que j'ai jamais vu. Il y a des petites îles. Il existe des îlots de terrain complètement plongés dans l'obscurité, ce qui indique une réelle variation du relief. Jeremy Hansen a ajouté sa propre description. « Quand on regarde le Terminator, a-t-il dit, il est tout simplement incroyablement accidenté. Et cela nous rappelle que toute la face cachée est ainsi. » Ce que l'équipage observait est un phénomène bien connu des photographes et des scientifiques, mais auquel la plupart des gens n'ont jamais pensé. Au niveau du Terminator, le Soleil se trouve exactement à l'horizon, du point de vue de la surface lunaire. La lumière arrive selon un angle extrême, presque parallèle au sol. Lorsqu'elle frappe une surface sous cet angle, elle projette des ombres extrêmement longues. Chaque crête, chaque colline, chaque rebord de cratère projette une ombre qui s'étend sur le paysage comme un doigt pointant à l'opposé du Soleil. Des détails invisibles sous la lumière du Soleil direct apparaissent soudainement en relief tridimensionnel. C'est pourquoi, à cet angle d'observation particulier, l'œil humain perçoit des choses que les satellites ne voient pas. Les caméras orbitales photographient la Lune directement au-dessus. De ce point de vue, le Soleil éclaire la surface de manière plus ou moins uniforme, et les petits détails projettent des ombres courtes qui peuvent se perdre dans la résolution de l'image. Mais depuis l'angle du Terminator, vu de côté, les longues ombres révèlent des microcrêtes, de subtiles fractures, d'anciens tunnels de lave effondrés et de minuscules. Des variations d'altitude autrement invisibles. Le Terminator est un révélateur. Il brise l'apparence lisse de la Lune et dévoile sa véritable nature. Et cette nature est chaotique. Glover a décrit des îlots de lumière cernés par l'obscurité la plus totale. Ce sont des sommets montagneux et des rebords de cratères qui captent les derniers rayons du soleil, tandis que les vallées environnantes sont déjà plongées dans la nuit. L'effet crée un paysage d'apparence dévastée, brisé, presque extraterrestre. Glover a déclaré avoir eu l'impression de plonger dans un film de science-fiction. « Après toutes les merveilles que nous avons vues plus tôt, a-t-il dit au centre de contrôle, on est vraiment dans un film de science-fiction. » Koch a ajouté une autre observation, d'une grande importance scientifique. Elle a décrit les jeunes cratères brillants qui se détachaient sur la surface plus ancienne. En réalité, cela ressemble à un abat-jour percé de minuscules trous, laissant filtrer la lumière, a-t-elle dit. Elles sont tellement brillantes comparées au reste de la Lune. Ces cratères brillants sont géologiquement jeunes. Leurs éjectats, les particules projetées lors de l'impact qui les a formés, n'ont pas encore été obscurcis par l'érosion spatiale. Sur la Lune, l'altération spatiale est un processus lent, où les particules du vent solaire et les impacts de micrométéorites assombrissent et rougissent progressivement la surface sur des millions d'années. Les cratères récents présentent des éjectats d'un blanc éclatant qui s'estompent lentement pour se fondre dans le terrain environnant. La répartition de ces cratères brillants renseigne les scientifiques sur les taux d'impact récents. Leur nombre, leur lieu de concentration et la vitesse à laquelle elles s'assombrissent
alimente les modèles d'évolution de la surface lunaire au fil du temps. Et puis Glover a fait un rapport qui a pris même l'équipe scientifique au dépourvu. Certains sommets montagneux proches du Terminateur étaient si brillants qu'ils semblaient recouverts de neige. Bien sûr, ce n'était pas de la neige. La Lune ne présente aucune trace d'eau à sa surface, ni sous forme liquide, ni sous forme solide, en quantité visible à l'œil nu. Ce que Glover voyait, c'était de la roche fraîche et non altérée, probablement un matériau des hautes terres riche en plagioclase, reflétant la lumière du soleil à un angle bas avec une brillance extraordinaire. La blancheur des sommets contrastant avec l'ombre noire des vallées créait un contraste visuel si extrême qu'il ressemblait à une chaîne de montagnes enneigées sur Terre. Cette observation est importante car elle révèle à quel point la géométrie de l'observation influence considérablement l'apparence de la Lune. Toutes les photographies de la Lune que vous avez vues jusqu'à présent ont été prises sous un seul angle et dans des conditions d'éclairage spécifiques. Les caméras orbitales qui ont cartographié la surface l'ont capturée depuis l'espace. Les astronautes d'Apollo qui ont orbité autour de la Lune l'ont vue à 96 km d'altitude, sous un éclairage solaire différent de celui qu'a connu l'équipage d'Artemis II. Glover et ses coéquipiers ont observé la Lune à 6400 km d'altitude, sous un angle et dans des conditions d'éclairage qu'aucune caméra n'avait jamais capturées auparavant. Et ce qu'ils ont décrit ne correspondait pas aux photographies. Voilà toute la valeur de l'observation humaine. Non pas que les yeux humains soient fondamentalement meilleurs que les appareils photo, ils ne le sont pas. Les caméras capturent davantage de longueur d'onde, enregistrent des données avec une constance parfaite et ne se fatiguent jamais. Mais les yeux humains sont connectés au cerveau humain. Et le cerveau humain est une machine à reconnaître des formes, perfectionnée par des centaines de millions d'années d'évolution. Un géologue qualifié, observant un paysage sous un éclairage changeant, peut repérer des anomalies, des connexions et des caractéristiques qu'une image de caméra, aussi haute résolution soit-elle, ne révélerait pas. Et plus important encore, un être humain peut décrire ce qu'il voit en temps réel, en adaptant son langage, son point de vue et son attention en fonction de ce qui le surprend. Glover ne lisait pas de texte lorsqu'il a décrit le Terminator, il réagissait. Et ses réactions ont révélé à l'équipe scientifique des choses qu'elle n'aurait pas pensé à demander. Kelsey Young, responsable scientifique du projet Artemis, a réagi à la description du Terminator faite par Glover avec un enthousiasme non dissimulé. « Oh mon Dieu !» elle a répondu par radio. « C'est un tableau magnifique que vous venez de peindre. » J'ai jeté un coup d'œil à la vidéo de la salle d'évaluation scientifique et j'ai littéralement vu des points se lever en l'air. Ce type d'observation est une contribution que seuls les humains peuvent apporter. Le Terminator a également révélé un élément concernant la Lune qui se rattache à l'histoire plus générale de ce documentaire. Les longues ombres révélaient à quel point la face cachée était criblée de cratères. Chaque mètre carré de la surface porte les stigmates de l'impact. Le Terminator a rendu ces cicatrices visibles d'une manière qu'un éclairage plat ne peut pas. Et la question qui se pose face à ce bombardement incessant est à la fois scientifique et pratique. Qu'est-ce qui ne cesse de frapper la Lune? À quelle fréquence cela se produit-il? Et qu'est-ce que cela signifie pour les humains que la NASA prévoit de renvoyer sur Terre? 6 impacts lumineux lors d'un seul survol de 7 heures, c'est un nombre significatif. L'équipage a vu des roches exploser sur la Lune en temps réel. Et les calculs mathématiques qui sous-tendent ces explosions, leur fréquence, leur vitesse, leur énergie, ne sont guère rassurants pour quiconque envisage de passer des semaines ou des mois à la surface. C'est là que nous allons ensuite. Se plonger dans les chiffres, dans le danger, dans la réalité inconfortable que la Lune n'est pas seulement belle, elle est dangereuse. Chapitre 8. Qu'est-ce qui ne cesse de frapper la Lune? La Lune n'a pas d'atmosphère. Ce simple fait change tout ce que signifie exister à sa surface. Sur Terre, nous vivons au fond d'un océan d'air d'environ 25 km de profondeur. Cet air est notre bouclier. Chaque jour, environ 48 tonnes de débris spatiaux pénètrent dans l'atmosphère terrestre. De minuscules fragments de roches, de glace, de poussière et de métal laissés par les comètes et les astéroïdes. Presque tout brûle. Le frottement lors de la rentrée atmosphérique chauffe ces fragments à des milliers de degrés,
et ils se vaporisent bien avant d'atteindre le sol. Nous les voyons comme des étoiles filantes, des traînées de lumière dans une nuit d'été, belles et inoffensives. Sur la Lune, rien de tout cela ne se produit. Il n'y a pas d'air, pas de frottement, pas de combustion. Chaque débris qui croise la trajectoire de la Lune percute sa surface à pleine vitesse. Un grain de sable qui se déplace à 80 000 km/h ne ralentit pas. Il ne brille pas. Elle ne s'annonce pas d'elle-même. Elle arrive et explose au contact, creusant un minuscule cratère et libérant une décharge d'énergie. À l'échelle d'un caillou, d'une pierre, d'un rocher, on obtient des impacts visibles depuis la Terre. Les météoroïdes qui frappent la Lune proviennent de sources multiples. La plupart sont sporadiques, c'est-à-dire qu'elles font partie des débris de fond dispersés dans tout le système solaire interne. Ce sont des fragments de comètes qui se sont désintégrés au fil de millions d'années, des éclats d'astéroïdes qui sont entrés en collision et se sont brisés, de la poussière qui a dérivé à travers le système solaire depuis sa formation. Ils arrivent de toutes parts, à tout moment, une pluie constante de destruction. La seconde source est périodique. Plusieurs fois par an, la Terre et la Lune traversent les traînées de débris de certaines comètes. Ce sont les pluies de météores que les observateurs d'étoiles attendent avec impatience. Les Perséides en août, débris de la comète Swift-Tuttle, les Géminides en décembre, débris de l'astéroïde Phaéton, les Léonides en novembre, débris de la comète Tempel-Tuttle. Lorsque la Lune traverse ces courants, le taux d'impact augmente brusquement. Davantage de roches percutent les obstacles et davantage d'éclairs apparaissent. Le bombardement s'intensifie pendant quelques jours, puis s'atténue. Le Bureau de l'environnement des météoroïdes de la NASA, situé au centre de vol spatial Marshall à Huntsville, en Alabama, surveille systématiquement la Lune à la recherche d'éclairs d'impact depuis 2005. À l'aide de 2 télescopes de 14 pouces, l'équipe enregistre des vidéos de la face nocturne de la Lune et recherche de brefs éclairs de lumière. En plus de 2 décennies, ils ont enregistré plus de 443 événements d'impact éclairs candidats. Chaque éclair représente l'explosion d'un astéroïde sur la surface lunaire, suffisamment puissant pour produire de la lumière visible à une distance de 386 000 km. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Agence spatiale européenne a financé le programme NELIOTA à l'Observatoire national d'Athènes, en Grèce. Grâce à un télescope plus grand de 1,2 mètre installé à l'Observatoire de Cryonérie, NELIOTA a détecté 192 impacts lunaires validés entre février 2017 et août 2023. Ce programme est devenu la plus vaste étude jamais réalisée sur les collisions d'astéroïdes avec la Lune. Et en août 2025, une nouvelle campagne d'observation de 3 ans a débuté, étendant la surveillance à l'ère Artemis. Les données de NELIOTA dressent un tableau détaillé de ce qui frappe la Lune et de son intensité. La masse des météoroïdes varie de moins de 1 gramme à environ 8 kg. Leur rayon varie d'environ 1 cm à 20 cm. 75 à 80% les impacteurs détectés ont une masse inférieure à 200 grammes et un rayon inférieur à 3 cm. Ce sont de petits cailloux, des galets et du gravier, mais ils se déplacent à des vitesses comprises entre 20 et 72 km par seconde. À l'extrémité supérieure de cette fourchette, une pierre de la taille d'une bille se déplace à plus de 160 000 mph. L'énergie cinétique à ces vitesses est énorme. Un météoroïde de 5 kg, soit environ le poids d'un sac de farine, percutant la Lune à vitesse moyenne, creuserait un cratère d'environ 9 mètres de diamètre. L'impact générerait des températures comprises entre 2000 et 4500 kilvions. À titre de comparaison, la surface du Soleil est à environ 5800 kilvions. Ces impacts atteignent brièvement une température presque aussi élevée que celle d'une étoile. La fréquence est implacable. NELIOTA a calculé que, dans des conditions normales, la surface lunaire entière est frappée par environ 7,4 météoroïdes sporadiques par heure. Lors de fortes pluies de météores, ce taux passe à 12,6 par heure. Chaque heure, chaque jour, chaque année, pendant 4 milliards et demi d'années. Voilà pourquoi la Lune a cette apparence. C'est pourquoi chaque mètre carré de sa surface est cratérisé. La Lune n'est pas un monde qui a été bombardé puis laissé en paix. C'est un monde qui est encore bombardé en ce moment même.
L'équipage d'Artemis II a observé 6 éclairs d'impact au cours de son survol de 7 heures. Kelsey Young a fait remarquer que, puisque les impacts se sont produits sur la face visible de la Lune, des citoyens scientifiques sur Terre ont peut-être surveillé simultanément la même région. Le réseau de sciences participatives Unistellar avait mobilisé des astronomes amateurs pour observer la Lune à la recherche d'éclairs d'impact lors du survol d'Artemis II. Si l'un des observateurs citoyens enregistrait les mêmes éclairs que ceux observés par l'équipage, cette vérification croisée serait scientifiquement précieuse, permettant aux chercheurs de trianguler l'emplacement exact et l'énergie de chaque impact à partir de multiples perspectives. Les astronautes d'Apollo ont également observé des éclairs d'impact lors de missions dans les années 1960 et 1970. Au moins 3 cas ont été signalés dans le cadre du programme, mais la technologie permettant de corréler ces observations n'existait pas à l'époque. Ces observations ont été consignées dans les journaux de mission, puis largement oubliées. Artemis II représente la première fois que les observations humaines d'impact lunaire depuis l'espace cislunaire peuvent être directement comparées aux données de surveillance au sol. Les rapports de l'équipage alimenteront directement les modèles de risque liés aux météoroïdes pour chaque mission ultérieure. Et ces modèles de risque sont importants car la NASA ne se contente pas de survoler la Lune, elle retourne à sa surface. Artemis III déposera des astronautes près du pôle sud lunaire. Artemis IV construira la passerelle lunaire, une station spatiale en orbite autour de la Lune. Les missions futures envisagent des habitats permanents, des stations de recherche et, à terme, une présence humaine durable. Chacun de ces plans doit prendre en compte le bombardement. Neil Yotta a calculé les probabilités. Une petite structure lunaire, couvrant moins de 400 mètres carrés, a une probabilité de 29 fois 10 à la puissance -5 d'être frappée par un météoroïde détectable en l'espace d'une décennie. Minuscule, quasiment négligeable. Mais à plus grande échelle, un complexe ou un ensemble de structures de grande taille, couvrant 8000 mètres carrés, a 0,9% de chance d'être touché dans le pire des cas, en tenant compte des impacts avérés et suspectés. Un satellite de la taille de l'ISS, en orbite lunaire pendant 5 ans ou plus, présente quant à lui une probabilité de 1 à 2% d'impact avec un météoroïde. Ces chiffres ne concernent que les météoroïdes suffisamment gros pour produire des éclairs détectables. Les micrométéorites, particules de taille inférieure à 1 mm, ne sont pas incluses. Il y en a des millions, des milliards. Ils sont trop petits pour être vus, trop petits pour être suivis, trop petits pour être évités. Et pour un astronaute effectuant une sortie extravéhiculaire à la surface lunaire, même une micrométéorite à vitesse orbitale est un projectile se déplaçant plus vite que n'importe quelle balle jamais tirée sur Terre. Aucune combinaison spatiale existante n'est conçue pour résister à ce type d'énergie d'impact. L'absence d'atmosphère sur la Lune signifie qu'il n'existe aucun système d'alerte. Sur Terre, nous pouvons suivre les gros astéroïdes et prédire leur trajectoire des années à l'avance. Nous pouvons observer les météores se consumer dans l'atmosphère et calculer où ils pourraient atterrir. Sur la Lune, il n'y a rien entre le météoroïde et la surface. Aucun frottement pour le ralentir. Aucune chaleur ne permet de le révéler. Aucun son pour l'annoncer. Un instant, la surface est immobile. L'instant d'après, il y a un éclair, un cratère et un panache de débris projetés à grande vitesse dans le vide. Les éclairs que l'équipage d'Artemis II a aperçus étaient d'une beauté terrible. Des points de lumière jaillissent dans un monde obscur, bref, lumineux et violent. Et chacun d'eux nous rappelait que la Lune n'est pas un sanctuaire, c'est un stand de tir. Et quiconque s'y rend doit comprendre dans quoi il s'engage. Mais les éclairs d'impact à la surface n'étaient pas les seules lumières mystérieuses que les astronautes ont rencontrées près de la Lune. Les équipages d'Apollo ont signalé un éclair d'un tout autre genre, non pas à la surface, mais à l'intérieur de leurs propres yeux, derrière leurs paupières closes, dans l'obscurité totale. Et l'explication de ces éclairs n'est pas seulement étrange, c'est un avertissement sur les effets de l'espace profond sur le corps humain. C'est là que nous allons ensuite, dans l'obscurité, dans le silence, dans la lumière qui vient de l'intérieur. Chapitre 9. La lumière dans leurs yeux. Tout a commencé lors de la mission Apollo 11. Buzz Aldrin a été le premier à le signaler. Il flottait dans le module de commande, plongé dans l'obscurité, les yeux fermés, essayant de dormir, lorsqu'il aperçut un éclair de lumière.
Pas par la fenêtre, pas par un voyant d'alerte, à l'intérieur de son œil. Un bref trait de lumière blanche qui est apparu et a disparu en moins d'une seconde. Il ouvrit les yeux. La cabine était sombre. Rien n'avait changé. Il ferma de nouveau les yeux. Un autre éclair. Tous les équipages Apollo suivants ont rapporté le même phénomène. Apollo 12, Apollo 13, Apollo 14 à 17. Tous les astronautes qui ont voyagé au-delà de l'orbite terrestre et passé du temps dans l'obscurité ont vu ces éclairs. Ils existaient en 3 formes. Certaines étaient des taches, de brefs points lumineux comme un flash d'appareil photo qui se déclenche derrière la paupière. Certaines étaient des étoiles, légèrement plus grandes, ayant une durée de vie légèrement plus longue. Et certaines étaient des traînées, des lignes de lumière qui traversaient le champ visuel et disparaissaient. La plupart étaient décrites comme blanches ou incolores. Mais l'astronaute d'Apollo 14, Edgar Mitchell, a rapporté un cas différent. Il l'a décrite comme bleue, avec des reflets blancs, comme un diamant bleu. Les éclairs survenaient à intervalles irréguliers. En moyenne, les astronautes d'Apollo ont rapporté avoir vu un éclair toutes les 2,9 minutes lors des séances d'observation en vision nocturne. Ce phénomène était plus fréquent lors de la partie aller du voyage, la côte translunaire, que lors du voyage retour. Les astronautes n'hallucinaient pas, ils ne rêvaient pas. On leur tirait dessus. L'explication réside dans les rayons cosmiques, des particules chargées de haute énergie provenant de certains des événements les plus violents de l'univers. Supernova, trous noirs, ondes de choc de la collision de galaxies. Ces particules, principalement des protons et des noyaux atomiques, sont accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière, puis projetées à travers le cosmos. Ils voyagent pendant des millions d'années sur des distances inimaginables, et certains finissent par traverser notre système solaire. Sur Terre, nous sommes en grande partie protégés des rayons cosmiques par 2 boucliers. La première est la magnétosphère, le champ magnétique généré par le noyau de fer en fusion de la Terre. Ce champ s'étend sur des milliers de kilomètres dans l'espace et dévie la majorité des particules chargées incidentes, les canalisant vers les pôles où elles produisent les aurores boréales et les aurores australes. Le second bouclier est l'atmosphère elle-même, qui absorbe la majeure partie des rayons cosmiques qui parviennent à franchir le champ magnétique. Mais la Lune se situe en dehors de la magnétosphère terrestre pendant la majeure partie de son orbite, et la Lune ne possède pas de champ magnétique global propre. Aucune ambiance, aucune protection. L'équipage d'Artemis II, voyageant entre la Terre et la Lune, a traversé les ceintures de radiation de Van Allen, des régions de particules chargées piégées entourant la Terre, puis est entré dans l'environnement non protégé de l'espace profond. Là-bas, les rayons cosmiques traversent tout. Ils traversent les parois du vaisseau spatial. Ils traversent le corps des astronautes. Et certaines d'entre elles passent par leurs yeux. L'explication principale de ces éclairs lumineux repose sur 3 mécanismes possibles. Le premier est le rayonnement Cherenkov. Lorsqu'une particule chargée se déplace dans un milieu plus vite que la lumière dans ce milieu, elle produit un bref éclair de lumière bleutée. La lumière se propage plus lentement dans l'humeur vitrée de l'œil que dans le vide. Une particule de rayon cosmique, se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière à travers le globe oculaire, peut dépasser la vitesse locale de la lumière à l'intérieur de l'humeur vitrée et produire un flash visible. C'est le même phénomène qui provoque cette étrange lueur bleue dans l'eau autour des réacteurs nucléaires. Le second mécanisme est l'ionisation directe des cellules rétiniennes. La particule de rayon cosmique traverse la rétine et y dépose suffisamment d'énergie pour activer les cellules photoréceptrices, les faisant réagir comme si elles avaient été frappées par la lumière. Le cerveau interprète le signal comme un éclair. Le troisième mécanisme implique une interaction directe avec le nerf optique, voire avec le cortex visuel du cerveau. Les rayons cosmiques qui traversent le crâne et interagissent avec le tissu nerveux responsable du traitement de la vision pourrait produire la sensation de lumière sans jamais toucher l'œil lui-même. Lors des missions Apollo 16 et 17, la NASA a testé directement ce phénomène. Ils ont créé un appareil appelé ALFMED, le détecteur d'émulsion mobile à flash lumineux Apollo. Il s'agissait essentiellement d'un casque contenant une pile de plaques d'émulsion photographique qui enregistrerait les trajectoires des particules de rayons cosmiques le traversant. L'astronaute portait le casque
et à signaler des éclairs, tandis que l'émulsion enregistrait les traces des particules. Les résultats étaient encourageants, mais limités. 2 des 15 trajectoires de particules enregistrées ont coïncidé avec les rapports d'éclairs de l'astronaute. La corrélation n'était pas suffisamment forte pour être concluante, mais elle était cohérente avec l'hypothèse des rayons cosmiques. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont également signalé ces éclairs, bien que moins fréquemment que les équipages d'Apollo. L'ISS orbite à l'intérieur de la magnétosphère pendant la majeure partie de sa trajectoire. Le flux de rayons cosmiques y est donc nettement inférieur à celui observé dans l'espace profond. Mais lors des passages au-dessus de l'anomalie de l'Atlantique Sud, une région où les ceintures de Van Allen se rapprochent de la surface terrestre, le taux d'éclairs augmente. L'astronaute de l'ISS, Jerry Linenger, a rapporté que les éclairs étaient directionnels lors des tempêtes solaires, provenant principalement d'un seul côté, et qu'ils perturbaient son sommeil. Pour l'équipage d'Artemis II, l'environnement des rayons cosmiques était nettement plus intense que tout ce qu'un astronaute de l'ISS peut rencontrer. Un article paru en janvier 2026 dans la revue Science détaillait les défis posés par les radiations spatiales lointaines qui attendaient les astronautes d'Artemis. Au-delà de la magnétosphère terrestre, l'équipage a dû faire face simultanément à de multiples menaces radiologiques. Les ceintures de Van Allen lors de leur transit, les événements de particules solaires, les brusques éruptions de particules à haute énergie provenant du Soleil, qui peuvent atteindre des niveaux dangereux en quelques heures, et le flux constant de rayons cosmiques galactiques, des particules provenant de l'extérieur de notre système solaire qui arrivent en permanence de toutes les directions et qu'il est impossible d'éviter. Les conséquences sanitaires de cette exposition ne sont pas encore pleinement comprises, mais certains indicateurs sont inquiétants. Des études menées sur les astronautes d'Apollo ont montré qu'ils étaient nettement plus susceptibles de développer des maladies cardiovasculaires que les astronautes qui n'ont jamais quitté l'orbite terrestre basse.